ça. Rien reçu. Sans, avec ta connexion de merde, tu vois ça. La violence, ça commence. Non, mais je pense que ça va être une bonne émission. Je pense que ça va être une très très bonne émission. Enfin, si on a du son, tout simplement. Moi, j'ai rien. Hein. Non. Ouais, moi non plus. Vous faites chier, putain. Putain, mais sinon, qu'est-ce qui ça y est, c'est bon. Est-ce qu'il y a du son ou pas? Attends, mais... Ah bah non, tu l'as enlevé. On a demandé au seul mec s'il y avait du son alors qu'il n'entend rien. Ouais, c'est bon, ça marche. T'es sûr, t'as entendu? Bon, ça marche. Magnifique. Bon, on peut y aller alors. Allez, on peut y aller, c'est bon. Bienvenue au Tortifoot. Bonsoir, messieurs, mesdames. Bienvenue au Tortifoot. Merci, Djilali, d'être avec nous. Je vais laisser la main à Papito tout de suite pour m'occuper de la régie. Papito, c'est à vous. Ouais, on a un grand plaisir de vous retrouver tous à l'heure, 22h40. Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive de toute l'histoire du Tortifoot. Ouais, c'est vrai. Ce sera la dernière. J'annonce, c'est la dernière. Bravo, Djilali, pour ta ponctualité, pour ta facilité à te connecter. C'est vrai. D'ailleurs, dis allez Paris parce qu'on n'a pas entendu. Ah non. Ça, c'est pas possible. Ouais. Bon, on voit qu'on a un coach avec nous quand même. Tu vois, les horaires, tout ça. Ah, il est proche, il est sérieux. Content d'être exemplaire. Exactement. Mais c'est méchant pour Nassim qui est avec nous dimanche, mardi, et il est coach aussi. Hein. Non, grand buteur, il est pardonné. Il a repris son flambeau de joueur, sinon. Ah, c'est ça, c'est vrai. Il n'est pas encore buteur. Allez-y, Papito, c'est à vous. En tout cas, un gros menu ce soir encore, avec une grosse actu foot, avec la Coupe de France, notamment, qui a livré son verdict hier. On parlera aussi un petit peu, évidemment, du parcours de Djilali, mais aussi de la nouvelle chaîne LFP, pardon, qui fait parler, qui fait beaucoup parler, et aussi bien sûr du Karim Benzema qui est quand même aussi super important. Donc ce soir une équipe de choc. Encore une fois, il fait son retour après plusieurs semaines d'absence. Il est plus en forme que jamais et il est prêt à tout casser ce soir. Il est le Dinosaurus. Énorme. Comment ça va, Dinosaurus? Ça va super, les gars. Je suis très content d'être de retour après cette petite semaine de congé. Il était en semaine barbecue. J'étais en semaine barbecue sous la pluie. Regardez comment il a gonflé. Il est beau. Il est avec nous. Bon, on a toujours aussi, lui il est toujours là, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou quoi, il est toujours là. C'est l'expert, c'est le professeur du Tortifoot, c'est Nathan El Loco. Magnifique. Je suis toujours là, j'ai même plus de son, je vais commencer à demander un salaire au coach. Quoi, t'as plus de son? Non, arrête, ça marche bien là normalement, on est carré. Bon, et le dernier, sans qui évidemment rien ne serait possible, lui aussi il est toujours là, c'est lui qui règle les problèmes quand il y en a et qui nous apporte sa connaissance footballistique, c'est le coach Simon. C'est moi. Comment ça va, coach? La forme? Ah oui, le mec s'est pris le meilleur jingle en fait. Eh oui, c'est pour moi. Il nous balance de la merde et Merci Manu. Je vais te présenter Manuel Papito El Sourd. Il est avec nous. Et bien sûr, Djilali, entraîneur actuellement de l'AFC Compiègne. Merci beaucoup d'être avec nous, d'être notre invité ce soir. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci à Jarkous qui vient de nous follow. Alors messieurs, très rapidement, Papito, très rapidement le menu. Non, bah, on rentre dans le vif du sujet, on t'écoute. Il fallait écouter. Non, je voulais déjà peut-être commencer du coup avec, en revenant rapidement sur le parcours de Djilali, savoir un petit peu comment ça se passait aujourd'hui avec Compiègne, notamment par rapport à l'arrêt des compétitions suite au Covid. Comment ça se passe pour vous? On vient de reprendre l'entraînement. Donc, après une coupure de 2 mois. Alors, nous, cette année, on a eu la chance d'être autorisé à reprendre parce qu'on était toujours en Coupe de France après le premier arrêt. Malheureusement, après notre élimination, on a dû s'arrêter de nouveau. Là, avec la perspective de la reprise des contacts, etc., le 9 juin, on a repris l'entraînement progressivement avec une petite réathlétisation.
et on recoupera le 20 juin pour partir en vacances et reprendre normalement mi-juillet pour vraiment préparer la prochaine saison qui, je l'espère, sera pleine. Mais Djilali, cette saison, finalement, il n'y a pas eu de classement, il n'y a pas eu de résultats à proprement parler? Non, du tout. On a eu droit à une saison blanche. D'accord. Nous, on avait fait 3 matchs de championnat, donc sur 22. Il y a uniquement la Coupe de France qui a été à son terme avec le vainqueur ce week-end. Le vainqueur qui doit te faire plaisir. On rappelle, Djilali, grand fan du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas. Vous êtes taquin. Non, malheureusement, non. Je suis plutôt plus situé au sud, moi. Auxerre et Marseillais. T'inquiète pas, tu n'es pas le seul. On a un monégasque, on a ce qu'il faut dans l'équipe. Voilà. Donc du coup, la saison blanche. Donc très très frustrant, sachant que l'année dernière déjà on s'est arrêté mi-février, début mars, et que du coup on n'a pas pu défendre nos chances jusqu'au bout, puisque la saison a été actée et décidée au quotient pour le classement. Oui, c'est vrai, j'avais entendu parler de ça, d'accord. Voilà, donc ça fait 2 ans de frustration qu'on espère effacer rapidement. C'est quoi, ce que j'allais te demander, c'est quoi le moral de tes troupes là en ce moment? C'est plus de la frustration ou une envie justement de repartir sur le terrain au plus vite? Voilà, est-ce qu'il y a même de la crainte par rapport aussi au Covid ou pas du tout? Alors il y a un peu de tout. C'est vrai que on a eu la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir retrouver les terrains et l'ambition avec la Coupe de France. Donc il y a eu du dynamisme mois de décembre, janvier. Puis après, il y a eu l'espérance, puisqu'il parlait de reprendre les compétitions en mars. Donc jusque mars, il y avait vraiment une bonne énergie dans le groupe. C'était difficile, mais il y avait quand même une carotte à proposer aux joueurs qui faisait que tout le monde jouait le jeu. Par contre, au mois de mars, clairement, dès qu'ils ont dit saison blanche, on a arrêté parce que les joueurs, ça y est, ils ont craqué. La difficulté aujourd'hui, c'est de convaincre des gens d'adhérer à un projet, sachant que il y a aucune perspective de finir une saison. Donc, aller dire à quelqu'un de déménager, de venir, de s'investir, de réorganiser son planning professionnel dans une saison qui n'est même pas sûre de se dérouler normalement. Donc voilà, là c'est vraiment ces grosses difficultés. Parce que Djilali, en termes de motivation, toi les gens que tu coaches, donc ils ont une vie à côté, ils ont du boulot, c'est ça. Et le football, ils considèrent ça comme un loisir ou ils y croient derrière pour monter encore plus haut avec toi notamment? Alors il y a un peu de tout. Il faut savoir que Compiègne, c'est un club qui a évolué en D3. Donc par le passé, donc c'est un club qui a une histoire. Bien sûr. Donc forcément rejoindre le club parle aux joueurs et dans le département et même dans la région Picard, Hauts-de-France maintenant puisque tout est réuni. Voilà, les gens connaissent Compiègne, donc forcément on vient pas à Compiègne sans ambition. D'accord. Maintenant, la conjoncture financière fait que en étant en R1, on a un peu de tout. On a des joueurs qui habitent le secteur, qui aiment leur club. On a des jeunes qui sortent de centres de formation, qui veulent se relancer. Et on a des joueurs un peu qui ont envie de sortir de leur région, sachant que de par mon parcours de joueur, j'ai pas mal de réseaux un petit peu partout dans la France. Donc c'est un groupe ambitieux avec des moyens amateurs. On a quelques moyens, mais je sais pas si tu peux nous le dire, mais je rebondis là-dessus, Djilali. Est-ce qu'il y a une carotte financière pour les joueurs quand même dans ton équipe? Ils touchent quelque chose quand ils jouent, quand ils gagnent? Oui, on a des primes de match. D'accord. Et quand il n'y a pas match? Qui sont à moins de 100 €. Donc c'est pas non plus c'est ce qui se fait à peu près dans le niveau. Ensuite, on propose surtout des parcours de formation pour des joueurs qui, par exemple, là, on avait 2 joueurs qui sortaient de centres de formation de Lens et de Boulogne-sur-Mer. Ah, d'accord. Voilà, on leur a proposé de se former, de se réinsérer aussi, de préparer l'après-foot, parce que quand on sort d'un centre et qu'on arrive au niveau amateur, forcément, on est obligé d'y réfléchir. C'est même mon devoir en tant qu'éducateur, parce que je suis entraîneur, mais je suis aussi éducateur dans l'âme, parce que
on n'est pas, on est pro, on vit de ça. Moi, actuellement, je vis de ça, mais les joueurs n'en vivent pas. Donc, il faut les aider à penser autrement, sans qu'ils enterrent leurs rêves. Et voilà, on a des possibilités de travail à côté. Voilà, on a personne à 100% foot chez nous. Sauf toi. Oh, vas-y, Manu. Pas tous en même temps. Allez-y, Papito. Non, je voulais savoir, Djilali, du coup, est-ce que c'est un projet aussi d'aller vers un peu plus de professionnalisation dans les années à venir pour Compiègne, ou alors c'est pas dans les tuyaux et c'est pas dans les tuyaux pour les années à venir? C'est quoi le projet Compiègne? Alors clairement, le club jusqu'à il y a 7 ans était en National 2, donc la 4e division. L'objectif, c'est clairement celui-là, c'est de remonter à minima à ce niveau-là. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis au club. On s'était donné ce projet sur 3 ans. Ah bon, malheureusement, avec ce qui s'est passé, il y en a 2 qui ont été arrêtés. Voilà. Donc c'est quoi l'écart entre justement Régional 3 et National 2? Enfin, on est en Régional 1. Ouais, Régional 1, pardon. Il y a 2 niveaux. Il y a N3, N2. Ok, N3, N2, ok. Voilà, donc il y a 2 montées à effectuer. Ok. Et en termes de professionnalisation, déjà entre une R1 et une N2, il y a un monde d'écart? Ah, clairement, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, allez, je dirais 60%, 70% des clubs de N2 ont plus de la moitié de leurs effectifs qui vivent du foot. Ah, ok. Ah, ouais. Donc, vas-y. Djilali, c'est quoi le rythme des entraînements? Parce que tu nous dis du coup que tout le monde n'est pas 100% foot. Ouais. C'est quoi le rythme des entraînements? Vous entraînez combien de fois par semaine? En général, c'est plutôt en soirée du coup? C'est ça, exactement. On s'entraîne 3 fois de 19h à 20h30. Sauf la préparation où généralement les gars sont en vacances ou pour des vacances, où là on s'entraîne 4 ou 5 fois par semaine. Okay. On essaye de doubler le dimanche par exemple, faire le matin et l'après-midi, on mange ensemble. On essaye de mettre en place des choses pendant la préparation d'été. Après, pendant l'année, c'est compliqué, c'est 3 séances plus le match. Et c'est difficile de leur en demander plus. Il y a quand même un rythme, alors c'est quand même. Enfin, c'est le minimum. C'est pas négligeable non plus, d'accord. Et d'ailleurs, on peut passer tout de suite aux questions dans le chat. Il y a beaucoup de questions. Du coup, cette année, on demande, Jerko 5 qui nous demande, dans le classement, est-ce qu'il y a des montées et des descentes, ou alors tout a été annulé, tout a été gelé? Tout a été gelé. C'est-à-dire, on repart avec les mêmes équipes que l'année prochaine, que cette saison. Alors, les poules peuvent changer parce que c'est des poules géographiques. Il peut y avoir des mouvements d'équipe d'une poule à une autre, mais les 36 équipes qui étaient dans la division seront les mêmes l'année prochaine. Ok, d'accord. Et deuxième question aussi, il y avait justement, est-ce que tu as des infos pour la saison prochaine, vu qu'il y a les vaccins cet été, etc. Est-ce qu'il y a une certitude qu'il y aura le championnat en entier ou pas du tout? Non, on a aucune info. Là, on a eu juste des infos sur les championnats de jeunes. Parce que nous, la particularité dans notre région, c'est que quand vous avez 15 ans, si par exemple vous jouez en ligue, la saison d'après, vous montez, c'est-à-dire l'équipe, c'est l'équipe des 16 ans qui joue en ligue. C'est pas l'équipe de 15 ans qui reste en ligue, c'est vous accompagnez votre génération. Donc là, on a eu l'information que du coup, il ferait basculer les niveaux comme c'était cette année. Mais en senior, on a pour l'instant pas la date, en tout cas sur la R1. Au niveau national, on les a. Donc la N2, N3 reprennent au mois d'août. Nous, on va probablement reprendre début septembre, je pense. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a eu beaucoup de débats sur le foot amateur qui était négligé au profit du foot pro. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, pendant cette crise? Et est-ce que tu aimerais que le foot amateur soit quand même plus reconnu et soit plus mis en avant par les instances? Alors, c'est un sujet sensible parce que si on dit qu'il faut, derrière, on va nous rétorquer que c'est la santé des gens qui est importante. Alors, pour que qu'il n'y ait pas de malentendu, la santé, voilà, c'est ce qu'il y a de plus important pour tout le monde. Sans la santé, on peut rien faire. Une fois qu'on a mis ça de côté, moi, j'ai envie de dire, oui, le foot est très important. Moi, je suis responsable des enfants de la tranche 6-13 ans. Et malheureusement, j'ai vu des enfants en décrochage sportif, en décrochage
malheureusement au niveau de la santé, parce que des jeunes, il y a des jeunes qui font du foot parce qu'ils veulent être footballeurs. Il y a des jeunes qui font du foot aussi et du sport en général pour des questions de santé. Pour le côté social aussi, j'imagine. Ça crée du lien social aussi. Et le côté social. Et malheureusement, même chez les tout petits, beaucoup d'enfants ont pris du poids. Et ça, c'est malheureusement un facteur qui est compliqué à gérer quand vous faites pas d'activité. On est cette porte ouverte, parce que le sport à l'école, c'est une chose, mais le sport plaisir, loisir, comme ils le pratiquent en association, c'est autre chose. Donc oui, pour moi, même s'ils ont maintenu une activité tardivement, pour moi, ça, j'espère qu'en tout cas, ce sera acté que ils arrêteront plus le sport à l'école, en club, pardon. Et pour la partie, on va dire plus pour l'équipe donc des grands, enfin voilà, des adultes. Est-ce que cette équipe-là, tu penses que vous aurez pu jouer le championnat avec des tests en chaque match? C'est compliqué. On l'a fait pour la Coupe de France. Ouais. Et sincèrement, c'était ça demande beaucoup d'organisation. Ouais, la gestion, c'était incroyable. Il a fallu faire des groupes. Un groupe qui faisait les tests sur Compiègne, un groupe qui faisait les tests sur une autre ville parce que les gars sortaient du boulot tardivement, donc il fallait trouver un médecin. C'était à notre niveau, sincèrement, s'il avait fallu se tester en test PCR, je parle, à chaque match, ça aurait été compliqué. Maintenant, des tests antigéniques en pharmacie, c'était plus facile parce que c'était plus rapide. Et c'était pas accepté ça par la fédération? Ben, je sais pas s'ils en ont débattu, mais en tout cas. Vous avez eu la consigne PCR, quoi. Nous, il a fallu, pour le match de Coupe de France qu'on a joué, il a fallu test PCR 2 jours avant le match et test antigénique la veille du match. Ah ouais. Donc, autant vous dire que la fin de semaine, elle était plus axée sur ça que sur la préparation sportive. Ouais, limite, vous déconnectez un peu de la préparation du match, quoi. Ça. Exactement. Et puis, le nombre d'équipes aussi. Ouais. On est 36 dans les Hauts-de-France, vous en avez 24 en région parisienne, 24 en Normandie, ça fait, vous multipliez ça par le nombre de joueurs. C'était plus facile jusque National 2 parce qu'il y a moins d'équipes que chez nous. Et sur moi j'ai une autre question juste qui me vient comme ça à l'esprit, sur le niveau de ton équipe Djilali, est-ce que tu as des joueurs, toi, enfin voilà, avec toute transparence, que tu penses qu'ils pourraient vraiment jouer plus haut ou enfin voilà, tu trouves qu'il y a un plafond quand même, ou il y en a qui y croient vraiment? Clairement, là à ce jour, j'ai un jeune qui est dans mon groupe qui est parti faire un essai à Sochaux cette semaine. Ah oui, d'accord. Donc j'ai les joueurs qui sortent de centre de formation, qui est à Lille. Des jeunes qui y croient direct, quoi. T'en as qui sont vraiment. Il n'y a pas d'âge. Le foot aujourd'hui nous montre que tant qu'on se donne à fond, on peut y arriver. Après, si on a des qualités, bien évidemment, mais on voit les Valbuena, les Ribéry. Des fois, si vous voulez, c'est une question de timing aussi. Hein. De timing, on n'est pas prêt. Il y a un joueur qui a une concurrence à notre poste. On est un peu trop faible mentalement à cette période-là, et puis on s'endurcit au bout à 22, 23, 24 ans. Des fois, c'est des timings. La qualité, si vous voulez, elle ressort tôt ou tard. Après, il faut que tout soit réuni. Et puis, il faut aussi le bon coach. Et justement, c'est ce que je voulais rebondir là-dessus. Toi, en tant que coach, est-ce que tu as des modèles, est-ce que tu as des coachs qui t'inspirent, et qu'est-ce que tu essayes de transmettre justement à tes joueurs, voilà, comme valeur et comme style de jeu aussi, parce que niveau foot, j'imagine que évidemment c'est hyper important. Qu'est-ce que tu essayes de transmettre et de qui tu t'inspires? Alors, des modèles, je regarde ce qui se fait au niveau professionnel. Après, des modèles, je dirais pas que c'est des modèles, mais je m'inspire j'ai eu comme entraîneur Oswald Tanchot, notamment, qui est à Amiens. C'était quelqu'un de très rigoureux, de passionné. J'ai eu comme entraîneur Didier Kenyard, qui était CTR à la Ligue de Paris, qui m'a transmis cette envie de connaître l'adversaire, de connaître les qualités, les faiblesses. Donc je m'appuie sur ce que mes entraîneurs m'ont appris pour derrière moi construire
ma façon de voir les choses. Après, moi, j'ai été attaquant. Donc voilà, j'aime le jeu offensif, j'aime le vice, j'étais quelqu'un qui était déterminé sur le terrain. Donc je transmets qui je suis en fait quelque part. Après, je m'inspire pas forcément des coachs professionnels parce que c'est difficile, mais j'aime bien par exemple le football total de Bielsa. Donc c'est vrai que moi j'hésite pas à mettre des attaquants sur les côtés. J'ai pas voilà, j'ai pas de fonctionnement arrêté sur les compositions. Mais d'ailleurs, dans ce que tu dis, c'est hyper intéressant, Djali, mais est-ce que toi, donc dans votre championnat, bon, même si vous n'avez pas beaucoup joué ces derniers temps, il y a vraiment, on va dire, des équipes qu'on peut étiqueter de favoris, où tout le monde peut battre tout le monde, et donc finalement, cet aspect purement technique, il devient pas secondaire, mais le but, c'est pas plutôt d'intégrer des choses comme la grinta, la rigueur, justement, et le jeu, il vient. Alors au niveau ligue, généralement, et puis même plus on monte, mais plus généralement au niveau ligue, les championnats c'est un tiers, un tiers, un tiers. Vous avez un tiers d'équipes, elles sont au-dessus parce qu'elles ont les moyens, donc elles arrivent à récupérer des joueurs du niveau supérieur. Vous avez un tiers d'équipes qui sont stables, qui travaillent bien, les joueurs se connaissent. Vous avez un tiers d'équipes, on va dire qui font l'ascenseur, qui montent, qui redescendent, qui jouent le maintien parce que elles tirent le maximum, mais elles ont des problèmes d'infrastructure, pardon. Donc il y a quand même une tendance qui se dégage. Après, au niveau ligue, on dit souvent c'est le combat, mais dans les Hauts-de-France, en tout cas, ça joue au ballon. Toi, en tant que coach, t'insistes dessus vraiment auprès de tes gars, quoi. Moi, j'aime qu'on contrôle le jeu, que ce soit offensivement ou défensivement. J'aime qu'on soit acteur de ce qu'on fait, qu'on tente des choses, qu'on essaye de mettre la pression à l'adversaire. Je suis pas spécialement adepte de on reste derrière et puis on joue la contre-attaque. Donc il y a des équipes qui jouent comme ça, qui sont solides, qui défendent bien, qui ont des attaquants rapides. Moi, je suis plutôt avec des joueurs qui essayent de créer des choses. Des fois, il faut défendre parce que l'adversaire est plus fort que nous, mais en règle générale, j'essaie de construire. En tout cas, là, je suis en train de construire une équipe pour essayer de contrôler le jeu. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'on peut terminer peut-être et passer à la Coupe de France en checkant d'abord encore, il y a beaucoup de questions dans le chat. Justement, est-ce que on te demande notamment, est-ce que la fédération a aidé le club financièrement parlant cette saison, même l'année dernière où vous avez pas terminé l'année? Alors, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Je crois savoir que la fédération a fait une ristourne sur les licences. Mais en même temps, ils n'ont pas été utilisés, donc voilà, c'est la moindre des choses, quoi. Mais ça représente pas grand-chose. Si vous voulez, quand la fédération dit que niveau licence, ils font un geste, faut savoir que une licence par exemple qui va coûter 150 €, vous allez payer peut-être 30 € à la fédé. Donc eux, ils vont vous en rendre 10. Mais tout le reste, c'est ce que les entraîneurs vont vous coûter parce qu'il faut les défrayer. Ne serait-ce que pour leur trajet, leur investissement, c'est le matériel que vous allez acheter, c'est les équipements que vous allez donner aux licenciés, c'est les frais d'arbitrage, etc. Donc, à l'arrivée, il vous reste plus grand-chose sur la licence. Donc, ça aide pas énormément. Et Djilali, vous n'avez pas eu des problèmes avec des sponsors, peut-être cette année, qui vu qu'il n'y a pas eu de match, peut-être il y a des sponsors qui ont voulu se retirer peut-être sur cette année ou non, ils ont été plutôt solidaires? Alors, à notre niveau, en tout cas, étant R1, on n'a plus énormément de sponsors. On en a quelques-uns, mais c'est des sponsors qui vont mettre peut-être entre 1000 et 3000 €. Donc qui vont récupérer une partie via les impôts. Après, c'est plus, je pense, les clubs qui sont à des niveaux supérieurs qui sont impactés là-dessus, puisque un club de National 3 ou National 2, les sponsors extérieurs, ça va représenter à peu près 30% du budget, et des fois même plus que nous en R1. Ça va être la rentrée des licences, ça va être du petit sponsoring, la buvette.
un peu de subvention municipale, c'est ce qui va construire le budget, mais ça va pas aller très loin, quoi. D'accord. Dernière question, c'est pour moi. Bon, moi, je voulais savoir justement, est-ce que tu sens qu'il y a il y a des joueurs qui, voilà, ils sont aux portes un peu de pouvoir vivre du football. Comment ils se sentent et ils y croient dur comme fer, ou t'en as qui jouent justement comme pour un peu se maintenir, comme tu disais, peut-être physiquement ou des trucs comme ça. Alors, une précision qui est importante, parce que moi j'entends souvent quand on parle de vivre du foot, faut savoir que c'est infime des footballeurs qui vont toucher 80 000, 100 000, voire plus. Oui, non, bien sûr. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en national ou en Ligue 2, le salaire moyen, il va être entre 7 000 et 10 000 euros. Donc aujourd'hui, ce qui est notre salaire tous regroupés. non, mais ce qui est important, mais il faut comprendre aussi les sacrifices qu'un joueur fait. Et puis, il faut savoir, sans se plaindre, bien évidemment, parce qu'on vit de notre passion, qu'à 35 ans, vous jouez plus. Donc, ça vous permet de mettre un peu de côté. Mais aujourd'hui, en N3, en N2, les salaires, ça va être entre 1 500 et 3 000 euros pour des contrats de 1 ou 2 ans. Bien sûr. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un contrat et puis, pendant 2 ans après, vous n'avez plus de contrat. Ouais. Donc, ça, à chaque fois, en fait, on n'est jamais serein, quoi, en fait, tant qu'on n'a pas atteint un niveau. Aujourd'hui, si on fait le calcul, encore une fois, on fait le choix de vivre de notre passion. Mais si vous faites le calcul entre quelqu'un qui va travailler 40 ans avec un salaire de 1 500 euros et quelqu'un qui va jouer au foot pendant 15 ans avec un salaire de 3 000 euros, à la fin, je suis pas sûr que ce soit le footballeur qui soit gagnant, mais c'est des choix. C'est la passion, voilà. Voilà, exactement, c'est la passion et c'est aussi usant parce qu'il faut savoir que tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il faut se demander où est-ce que vous allez atterrir. Ouais, ça c'est et pas ça, personne n'en parle, mais voilà, aujourd'hui quand vous avez votre famille, que vous leur dites, bah mon contrat il se termine, il faut que j'attende une opportunité, etc. Il faut déménager. C'est pas toujours facile, mais c'est un choix de vie. Ouais, je comprends. Coach, oui. Coach, j'avais une petite question juste. C'est la dernière. Hein. Voilà, non, mais très rapide sur les questions justement d'argent, parce que pas vraiment d'argent à proprement parler. C'est ça qui t'intéresse. Dans le chat, non, mais au contraire. Dans le chat, on dit que Nathan gagne beaucoup d'argent. Il est blindé, on le sait. Ne vous inquiétez pas, ici personne n'est payé. On a une régie justement en carton. Non, mais dis-le parce que moi ça m'intéresse. Est-ce que ces joueurs justement qui arrivent à avoir des premiers contrats pro, il y a déjà tout de suite très rapidement ou même avant, même à ton niveau dans ton équipe, des agents qui s'éparpillent toujours un peu autour de vos clubs? Est-ce qu'il y a des recruteurs qui sont là, pas comme des rapaces, mais très rapidement tu vois des choses dès qu'on parle d'argent, même dans ces clubs-là? Alors, aujourd'hui, de moins en moins, on va dire, de recruteurs sillonnent les terrains de ces niveaux-là. Ils sont plutôt sur le national ou alors sur les jeunes. Par contre, petite anecdote, justement, qui rejoint les questions que vous me posez. Un joueur qui vient de monter en Ligue 1, donc que je félicite, Yohan Salmier, défenseur de l'Estade. Ouais. Voilà, qui rentre typiquement dans le parcours qu'on évoque depuis tout à l'heure, sort d'un échec footballistique en jeune. Je le récupère à 20 ans dans mon club. Moi, je l'avais entraîné quand il était plus jeune et je le retape un petit peu, je lui redonne un peu de confiance et puis non pas un recruteur qui vient voir le match, mais plutôt des connaissances, parce que ça fonctionne comme ça. On connaît des recruteurs, donc j'appelle un recruteur, Joseph Mohan, qui est agent de Benjamin Pavard, et du coup, qui le place à Strasbourg. Et puis après, avec le parcours qu'on connaît aujourd'hui. Incroyable, donc c'est grâce à toi qu'il est aujourd'hui en Ligue 1. Alors, c'est pas grâce à son talent, mais ça a contribué. Mais j'ai donné un petit coup de pouce. Et puis, Riyad Mahrez, dont tout le monde parle aujourd'hui, et pareil, que je connais très bien parce que je l'ai entraîné. C'est ton poulain.
C'est pas mon poulain, mais je le connais très bien. Djilali, on sait que tu nous ramènes Riyad la semaine prochaine. C'est bon. Voilà, annonce le scoop du Tortifoot. Djilali nous ramène Riyad. On peut toujours penser, oui. Après, voilà, on est de la même ville en région parisienne. Et puis, bon, je le connais depuis qu'il est tout petit. C'est pareil. Personne s'intéresse à lui. Et puis, quelqu'un qui contacte une autre personne. Et voilà. Et puis, il atterrit à Quimper. Et puis, de Quimper, ensuite, il enchaîne au Havre, etc. Mais c'est comme ça que ça se passe à ce niveau-là. C'est beaucoup des petites choses au final. Hein. C'est énormément de joueurs de talent. Et puis après, il faut avoir la personne qui vous ouvre les portes. C'est vraiment question. Il y a vraiment cette notion de chance. Hein. C'est hyper intéressant. Merci, Djilali. Alors messieurs, merci à tous qui étaient dans le chat pour justement ce côté un peu zoom sur le parcours de Djilali et notamment ce qu'il a apporté à de nombreux joueurs. N'hésitez pas à continuer. On va parler de tout de suite Monaco-Paris Saint-Germain, la finale justement en Coupe de France qu'il y a eu mercredi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Dinosaurus, ultra parisien, qu'est-ce que vous en avez pensé? Victoire méritée? Déjà, moi, je me suis un peu fait chier en regardant le match. Non, la vérité. On dirait le totem, incroyable. Mais c'est bien, il est honnête. Non, la vérité, il y a pas, je trouve que pour une finale, les joueurs, ils sont pas transcendés. J'avais pas l'impression de regarder une finale, en fait, de Coupe de France. J'avais plus l'impression de regarder, je sais pas, mais en tout cas, ça ressemblait pas à une finale. Copain, tu continues tout de suite. Est-ce que tu penses pas que Monaco est passé à côté de son match? Ouais, complètement, parce que je vois pas un joueur, peut-être à part Badiachil, peut-être, qui a fait un bon match. Ouais, Disasi, non, mais je vois pas un joueur de Monaco qui a fait un bon match. Donc, je pense qu'ils sont passés à côté de leur match. C'est dommage, parce en Ligue 1, quand ils sont affrontés les deux équipes, on avait vu des beaux matchs où Monaco avait vraiment tiré son épingle du jeu. Là, je les ai trouvés vraiment trop mous, peut-être. Après, Paris, j'ai pas la sensation qu'ils aient fait un gros match. Ils ont pas forcé, hein, je pense pas. Voilà, ils ont été solides, ils ont fait leur jeu. C'est ça, voilà, c'est ça. À part Mbappé, Di Maria aussi, qui est devenu hier le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mbappé a fait un gros match, mais derrière les autres, ils ont pas été incroyables. Donc je pense qu'il faut vraiment. Bon, là ils ont un trophée, ok, c'est bien. Mais faut que Pochettino il prépare vraiment la saison prochaine. Mais d'ailleurs, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que le côté public a pu jouer? On a vu la finale en Angleterre qui s'est jouée. C'était vraiment une folie. Ça a peut-être galvanisé les joueurs. Parce que c'est vrai que Monaco... Bon, après, Monaco est habitué à avoir personne... Papito, vous, Monégas, qu'est-ce que vous regardez le terrain, regardez le stade derrière. Alors, pour l'anecdote, c'est Louis II derrière, vous voyez, et c'est pas période Covid. C'est vite. Et là, c'est Louis II au complet en plus. Non, moi, je suis comme Hillel, je suis comme Dinosaurus, je partage ce qu'il a dit. Je vais pas revenir là-dessus parce qu'il a vraiment tout dit, c'était très complet. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que Monaco, et c'est une question qu'on adresse à tous, et peut-être notamment à Djilali, qui va pouvoir nous amener son regard, pourquoi vous pensez que Monaco a raté son match? Et est-ce que c'est physique? Est-ce que c'était que Paris les a bien muselés finalement et ils n'ont pas pu mettre en place leur jeu? À quoi vous attribuez ça un peu tous? Peut-être Djilali, si tu veux commencer. Déjà, par rapport au match qu'il y a eu en championnat et sur la coupe, déjà Paris a laissé moins d'espace dans son dos à Monaco, ce qui a posé des problèmes par rapport à ce que Monaco avait proposé en championnat de défendre bas et de se projeter rapidement à la récup. Donc déjà ça a été un point important. Paris a beaucoup mieux défendu. Ensuite, même si effectivement, je rejoins Dinosaurus, le match n'était pas extraordinaire. Faut pas oublier que Paris débloque aussi le match sur une erreur grossière de Monaco. Ouais. Et je pense que la première, elle est pourrie, la première mi-temps. Il n'y a pas tant d'occasions pour Paris. Hein. Non, il n'y a pas tant d'occasions, justement, ce qui fait que on se serait, je pense, dirigé vers les pénaltys. Et on aurait peut-être eu un autre regard sur le match. On aurait dit que Monaco a été intéressant, bien. Mais c'est ce qui se passe souvent contre le PSG, même si, bon, certaines stats mentent un peu à ce niveau-là, c'est que quand Paris ouvre le score, après, ça devient difficile. Donc, Paris a fait reprendre, mais rarement dans les gros matchs. Dans les petits matchs, c'est vrai qu'ils ont tendance à s'endormir, mais pas dans les gros matchs.
toi, Djilali, sinon, dans les coachs présents hier, t'es déçu que sur une finale, le coach monégasque, il réveille pas plus que ça son équipe, même en deuxième mi-temps, il se passe pas quelque chose d'incroyable, et finalement, Paris gagne le match, Il a voilà. fait un changement en deuxième mi-temps. Je crois qu'il a enlevé un défenseur pour faire rentrer. Bizarre. Oui, non, et pour le coup, il en a fait une tonne. Je Ouais, crois qu'il mais était avec 5 en attaquants, je crois. termes de jeu, quoi. Par rapport à la saison de Monaco, en tout cas, quand vous savez que 3 jours après, vous jouez votre place en Ligue des Champions. Peut-être ils ont sélectionné les matchs, en fait. Je sais pas, non, parce que c'est difficile à dire sur une finale. Mais peut-être qu'effectivement, là, le fait qu'il n'y ait pas de public, qu'il n'y ait pas ces ressources supplémentaires pour, à un moment donné, pousser à la révolte, peut-être qu'à un moment donné, ils ont senti que le match, ils n'arriveraient pas à aller le chercher. Et inconsciemment, ils ont pensé, parce ils peuvent tout perdre derrière. C'est vrai, c'est vrai. Tu penses pas qu'il y a un coup de pompe physique aussi côté monégasque? J'ai l'impression qu'ils sont moins saignants. Justement, c'est ce que Jaïs nous dit dans le chat. Ouais. Il dit que c'est une équipe qui a vraiment surperformé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou Non, pas? ils n'ont pas surperformé. Faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a un mois à peu près, ils ont été frappés par le Covid. Donc, au-delà des effets que personne ne maîtrise sur l'aspect physiologique, ils n'ont pas pu s'entraîner. Et à ce moment-là de la saison, forcément, vous le ressentez. Donc, je pense que c'est plus dû à ça. C'est vrai que Paris était meilleur physiquement, moi j'ai trouvé. Après Paris, voilà, ils ont une saison un peu irrégulière. Monaco, ils sont en sprint depuis peut-être le mois de novembre. Toi, pour toi, tu trouves que Paris, oui, vas-y Loco. Paris n'est pas hyper non plus transcendant hier. Hein. Si t'as pas Mbappé en facteur X, le match comme il a dit Djilali, ça peut finir en 0-0 bien bâtard. Hein. Oui, mais c'est pas pour dédouaner Paris, mais Paris avait quand même 3 gros absents. Alors voilà, il y a quand même du beau monde, mais je veux dire. Le sudiste. Monaco était complètement. Le sudiste, quoi. Non, mais c'est pour dédouaner Paris. Alors voilà, Djilali, quand j'ai pas envie d'en entendre un, je lui mets cette chanson. Après ce fameux débat sur Neymar, moi je trouve que quand Neymar ou Mbappé, mais plus Neymar ne joue pas, ça donne l'avantage à Paris de jouer avec 3 vrais milieux et ça permet de mieux compenser le manque de travail au défensif des attaquants. Donc forcément, ça donne un meilleur équilibre, mais voilà, Neymar amène plus de créativité. Non, je pense que... On peut terminer là-dessus, justement. Neymar, le Paris Saint-Germain avec Neymar, est-ce que on peut dire qu'ils sont un peu moins forts? Ou alors, justement, Mbappé est plus libéré quand Neymar est pas là? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, tous autour de la table? Quand il y a Neymar, c'est vrai que Paris a tendance à trop le chercher, peut-être à se reposer sur lui. Tous les ballons passent par lui. Voilà, à orienter son jeu que sur Neymar. Après, c'est vrai, Djilali, ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Peut-être quand Neymar n'est pas là, il y a peut-être 3 vrais milieux de terrain. On peut plus jouer en 4-3-3. Ça permet de mieux contrôler la bataille du milieu. Mais après, hier, moi, je l'ai pas trop ressenti dans le sens où c'était qui? C'était Gay, Paredes et Danilo. Moi, je les ai pas trouvés très bons hier. Pas Paredes, je l'ai trouvé quasiment inexistant. Danilo, il est beaucoup trop mou. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que si on parle d'un point de vue général, c'est vrai qu'ils ont une meilleure maîtrise du milieu de terrain quand Neymar n'est pas là. Après, voilà, offensivement, ça s'est ressenti aussi que Neymar n'était pas là. Clairement. Mais après, hier, ils ont mieux contrôlé les espaces, mais c'est vrai qu'en termes de créativité, c'était pauvre. Hein. C'est vrai. Parce que Icardi, à un moment donné, on se demandait s'il était encore sur le terrain, parce qu'à part pousser la balle devant le but. Ah, mais ça, c'est du Icardi. Et toi, en tant qu'ancien attaquant, justement, en tant qu'ancien attaquant et en tant qu'entraîneur actuel, un mec comme Icardi, comment tu pourrais, je sais pas, quel système pourrait plus le mettre en valeur? Est-ce que tu le verrais peut-être dans un 4-4-2, Icardi? Est-ce que tu penses qu'il serait plus performant? Alors moi, pour avoir souvent vu le Icardi de l'Inter, et le Icardi qui était là au début de la parisienne. Il était plus tranchant. Non, mais oui, mais en même temps, Wanda, elle était là, elle était pas vraiment là. Voilà, il avait pas de quoi s'occuper. Non, mais franchement, il était chaud patate. Franchement, il était chaud. Il était bon. Sincèrement, tout seul, il peut jouer tout seul. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui libère des espaces. C'est un joueur mobile. C'est un joueur dans la surface qui est hyper adroit.
Sauf qu'aujourd'hui, il joue sans envie, clairement. Faut Ouais. pas se donner la face. Mais ça se voit, ça se voit. Voilà, donc à 2, à 3, à 4, quand vous n'avez pas envie, ça Ouais. ne change rien du tout. Mais Icardi, c'est un sacré joueur. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'on est, pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord, mais c'est plutôt au niveau de l'envie, mais il y a beaucoup de joueurs de Paris comme ça. Alors, messieurs, très rapidement, l'équipe de France, la belle sélection, la belle surprise de Karim Benzema, le retour. Est-ce que vous êtes contents? On en a un peu parlé mardi, donc j'ai envie d'avoir un peu Dinosaurus et Djilali justement là-dessus. Dinosaurus, à toi, vas-y, commence. Bah, c'est une vraie surprise. Moi, j'étais en train de regarder justement l'annonce de Deschamps quand on se posait tous la question, c'était est-ce que Benzema allait être dans la liste? Il l'est. La vérité, c'est que c'est mérité parce il fait une saison incroyable, Benzema. Il a été élu meilleur joueur français à l'étranger. Donc, c'est normal en soi qu'il soit sélectionné. Maintenant, on est étonné parce que voilà, il y a eu ce passé qui fait que je sais pas ça fait combien de temps que Benzema n'était plus en équipe de France. Ouais. Après, on va voir comment ils vont s'organiser, comment ils vont jouer. Je pense aussi que Deschamps a sélectionné Benzema parce que il s'appuie un petit peu moins sur Giroud. On l'a vu sur les matchs amicaux, il était plus indispensable comme avant. Donc ça va être intéressant. Moi, je pense que l'équipe de France va être meilleure avec Benzema. Après, moi, ce que je peux dire, moi, je suis pas spécialement un grand fan du foot étranger. Je regarde surtout les matchs de Marseille, mais je regardais la Liga pour Benzema tellement il était extraordinaire. C'était, il fait tout. Il joue Pour le coup, juste, il a porté le Real, ouais, c'est vrai. il a porté le Real, mais surtout, il joue. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était incroyable. Incroyable. D'ailleurs, on a Papito qui est sceptique là-dessus parce que justement, il a peur au niveau cohésion du groupe. Il en a parlé Non, mardi. Papito, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je comprends ce que vous dites, hein. C'est vrai que Benzema, sur le plan sportif, il n'y a aucun débat. C'est le meilleur attaquant français, je pense, voire même du monde, l'un des meilleurs du monde. Clairement. Maintenant, en équipe de France, déjà, peut-être c'est pas pas. le même joueur que Real Madrid. Et puis en plus, surtout, il arrive dans un groupe qui est déjà créé, si vous voulez, qui a déjà gagné. Est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer dans ce groupe, sachant qu'il a Mais dit certaines choses de négatives sur un Giroud, par exemple? Moi, j'attends de voir la cohabitation. J'ai très peur que ça se passe. Justement, moi, je pense qu'il revient au bon moment parce que l'équipe de France est championne du monde. C'est-à-dire pourquoi un Benzema serait plus légitime qu'un Griezmann ou qu'un autre attaquant, alors que eux sont champions du monde. Donc il a tout intérêt justement. On en a tellement, ça a été tellement médiatisé cette histoire de pourquoi il n'est pas sélectionné, etc. Les mecs ils sont champions du monde. Donc si lui il arrive et que la France fait un euro un peu pourri, peut-être qu'on va se dire les mecs ils étaient champions du monde sans lui, maintenant ils font un euro pourri. Donc il a tout intérêt justement à s'intégrer dans le groupe et de toute façon il va s'y intégrer. C'est même pas Mais c'est mais- mais question. c'est même plus le même Benzema. Là, Oui, je suis complètement d'accord avec ça. on parle d'un Benzema qui, à l'époque, était le lieutenant de Cristiano, vivait dans la frustration quelque part et venait en équipe de France avec ce rôle de patron, c'est-à-dire, ah là, enfin, j'ai les clés, il devait prouver que là, aujourd'hui, il a tout fait au Real. Donc, il arrive, limite, je suis là pour aider. Il sait qu'il y a Djilali, tu penses qu'il va arriver franchement dans cet état d'esprit? Tu penses Oui. qu'un Karim Benzema, il va se dire je suis là Surtout, pour je pense que faire Deschamps, il l'a à cadré. à son âge. Moi, je pense même que c'est lui qui a appelé Didier Deschamps. Ouais. Moi, je pense qu'à un moment donné, il s'est dit, j'arrive en fin de carrière. Il faut à un moment donné, si je le fais pas, personne ne va le faire pour moi. Et je pense que c'est lui qui a fait le premier pas. Bon, après, peut-être qu'ils ont convenu que personne ne dise pour que personne, à un moment donné, dise ah, c'est lui qui a eu. Mais je pense que c'est lui qui a fait le premier pas. Peut-être pas directement, mais via voilà, des connexions. Et il a compris qu'aujourd'hui, il lui reste plus que ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus au Real? Il a déjà tout gagné, c'est vrai. Complètement Voilà. d'accord. Le co, oui, on vous a pas entendu là-dessus. Non, est-ce que tu penses, par contre, Gilles, c'était intéressant ce que tu disais, que ça va être, il se voit comme le patron de l'attaque techniquement parlant de cette équipe de France, ou est-ce qu'il va se mettre en retrait et redevenir un peu un lieutenant d'un Mbappé ou d'un Griezmann, comme il a pu l'être avec Ronaldo Aujourd'hui, Griezmann,
Dembélé, Mbappé sont des joueurs qui aiment ce football-là. Donc, comment voulez-vous qu'ils s'entendent pas? C'est même pas une question de supériorité, ça va se faire naturellement. Je pense que les quatre, tu penses que les quatre ensemble, ça peut cohabiter sans problème? Certains. Est-ce que vous voyez les efforts que Benzema il fait au Real? Ouais, non, bien sûr, mais d'ailleurs, il aura même pas besoin de ça. Hein. Non, mais comment il défend, comment il tire pour l'équipe vers le haut. Moi, je l'ai jamais vu jouer comme ça. Ouais, particulièrement cette saison-là, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que le style de jeu de l'équipe de France, malgré toutes ces armes offensives que tu as citées, c'est vrai que souvent il y a un décalage assez grand, je trouve, pour beaucoup, hein, je pense, de téléspectateurs et de spectateurs de cette équipe de France, entre les noms sur le papier et la manière de jouer. J'espère que Benzema, il va fluidifier tout ça. Maintenant, offensivement, si on voit que ça, enfin, tu vois, si se marche encore plus les uns sur les autres. Vous avez vu un Real dominant, vous? Vous avez vu un Real dominant en championnat? Non. Moi, j'ai vu un Real avec Benzema qui revenait à la médiane, qui faisait des pressings, qui prenait les espaces, qui lançait Vinicius, qui lançait Rodrigo. Et c'est exactement le même profil que l'équipe de France, c'est-à-dire une équipe pragmatique. Justement, moi là où aussi, je pense que, et je suis pas anti-Benzema, mais voilà, là où j'ai un peu peur, c'est que je pense que l'équipe de France, elle a besoin d'un point de fixation devant pour fixer la défense et derrière libérer de l'espace pour un Coman, un Dembélé ou un Mbappé. Non, Benzema, c'est pas son style. Benzema, il décroche beaucoup, il reste pas souvent en place et justement, il est bien bougé pour toucher ce ballon. Et je trouve que c'est un profil qui est complètement différent de Giroud et je suis pas sûr qu'il arrive à s'adapter à l'équipe de France. Pour moi, c'est vraiment différent. Mais tactiquement parlant, c'est encore plus difficile. Ça veut dire que ce qui va amener ce rôle un peu de fixation en décrochant, c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour un adversaire parce qu'il va aspirer la charnière. Donc, il va se balader entre les lignes et ça va être très compliqué. Justement, moi, je trouve que par rapport au peu de mobilité que Giroud offre, Benzema, sa mobilité va créer des décalages partout. Ça va libérer de l'espace pour Mbappé. C'est vrai que quand tu es défenseur, c'est plus facile de marquer un Giroud que de marquer un Benzema qui a un peu un électron libre et qui va bouger H24. Après, Giroud, c'est vrai qu'il a des qualités aussi que Benzema n'a peut-être pas, notamment dans le jeu aérien. Et encore, Benzema aussi a mis pas mal de buts de la tête. Mais si, il va s'intégrer de folie, je pense, et il a qu'une envie, c'est justement de gagner 7 euros. D'ailleurs, dans le chat, on nous demande, le débat fait vraiment rage dans le chat. Il y a des pour, il y a des pros, il y a des contre. C'est chacun son avis. En tout cas, n'hésitez pas à continuer. On prend tous les avis et toutes les questions. Et il y a une question. Est-ce que vous voyez la France jouer à 3 milieux de terrain ou alors avec Griezmann en 10, en 4-2-3-1? Bah, vas-y, moi, c'est vraiment ça que je veux avoir l'avis de Djali. Est-ce que si on considère que tu démarres avec Griezmann, Mbappé, Benzema, voire Dembélé, avec les 4 devant, tu gardes qui? Kanté, Pogba derrière eux? Aujourd'hui, on avait un Griezmann. Griezmann n'a pas toujours joué derrière l'attaquant. Griezmann a souvent joué en faux excentré droit, qui se réaxe, qui libère le couloir pour Pavard. Et puis Mbappé qui rentre ou bien qui s'écarte, ça va. Ils vont être imprévisibles. Le plus important, c'est leur capacité à faire les efforts dans le replacement. Mais aujourd'hui, il y a eu plusieurs systèmes qu'on joue avec Kanté, Pogba, Rabiot, ou Kanté, Pogba, ou Kanté, Rabiot. Il y aura pas. Ils vont tous s'adapter. Ils voudront tous la même chose. Et c'est là où Didier Deschamps, il est fort. C'est qu'il arrive à créer un projet où tout le monde tire pour le même objectif. Donc, tu les vois favoris, toi, Djilali? Aujourd'hui, oui. Mais une équipe comme l'Allemagne va être difficile à jouer. Ils ont une poule qui est très, très costaud. Ça peut s'arrêter dès le premier tour. Ouais. Et pour Djilali ou même tout le monde, les 2-3 autres choix forts de Deschamps, de ne pas avoir pris un Théo Hernandez derrière. Moi là-dessus, justement, je suis très très déçu, justement, parce que c'est pas que Benzema. Hormis le cas Benzema qui a fait beaucoup parler, le reste de la liste, tu la trouves cohérente ou cohérente, on veut toujours mieux, mais je suis pas surpris en tout cas. Surtout que c'est quelqu'un de classique. Il fait confiance. Alors là, c'est plus le coach qui parle.
À un moment donné, vous avez une relation avec des joueurs. On rigole souvent quand on dit oui, tel joueur, c'est le coupeur d'orange dans le vestiaire. Et croyez-moi que quand vous avez des joueurs qui sont capables d'amener votre discours, de le rabâcher pendant 3 semaines, 1 mois, de rattraper les joueurs qui s'égarent, etc., c'est mieux qu'un top joueur voilà, dont vous avez le doute sur sa capacité à être sur le banc, pas sur le banc. Donc, il a fait un groupe équilibré. Il n'y a pas besoin non plus, Deschamps ne fait pas beaucoup de tournées. Donc, à quoi ça sert de ramener 20 top joueurs, entre guillemets, s'ils restent tous sur le banc? C'est vrai. Ça va limite générer de la frustration, quoi. Exactement. Là, vous regardez, je lisais tout à l'heure la liste des espoirs. Elle est folle, hein. Moi, je trouve la liste des espoirs, elle est incroyable. Qui s'est privé de Bouba Kamara. Oui, j'ai vu. Il y a des top joueurs, mais au final, il y en a combien qui restent sur le côté et qui jouent pas? Est-ce qu'il est sûr que ces joueurs-là qui ont tout donné en club vont accepter? Demain, vous ne faites pas jouer à War en espoir. Quel comportement il va avoir demain? Moi, j'ai eu le sentiment, par exemple, pendant l'Euro, la première phase, qu'il était obligé de faire jouer Kamavinga parce que c'est Kamavinga. Alors que franchement, Tchouaméni et c'était Soumaré, il me semble, il n'y avait rien eu à dire sur le deuxième match. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on aime les Rami qui viennent. Et d'ailleurs, il est au courant qu'il vient pour la bonne ambiance et pour la cohésion de groupe. Il sait qu'il ne va pas jouer tous les matchs. Mais c'est vrai que je pense que c'est important. Il sait qu'il va avoir des 15 minutes, 20 minutes. C'est des bons soldats. Voilà, exactement. Mais des gars comme ça qui ont toujours la banane, c'est aussi important. Hyper important. C'est hyper important. Messieurs, on clôt le débat ou Dinosaurus, Loco, Papito, vous avez autre chose peut-être? Non, c'était complet. De toute façon, l'équipe, elle est hyper alléchante et tout ce qu'on dit, au final, on a envie de les voir. Hein. On a envie de voir ce que ça va donner. Hein. Surtout avec le groupe, je suis bien d'accord. Alors, on va passer à la nouvelle chaîne de la LFP. Je sais pas si vous avez entendu cette rumeur. Une nouvelle chaîne serait proposée pour diffuser la Ligue 1. Donc l'entièreté de la Ligue 1, sauf 3 matchs qui seraient à Canal+, et l'entièreté de la Ligue 2 notamment. Ce serait la LFP elle-même qui créerait sa chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez entendu parler de ça au moins ou pas du tout? Quand même, oui. Non, mais bon, on sait jamais. Hein. Le totem nous manque d'ailleurs. Si, on a au courant de l'info. Là, moi, je trouve ça un petit peu dramatique, quoi, un petit peu désolant. Je sais pas si vous avez le même avis que moi, mais ne pas réussir à trouver un diffuseur de la Ligue 1. Enfin, si la LFP se dit on va créer une chaîne, c'est qu'ils galèrent un petit peu à trouver des diffuseurs. On l'a vu déjà quand il y a eu l'histoire avec je sais même plus comment elle s'appelle la chaîne qui s'est arrêtée en Mediapro. Mediapro, ouais. Derrière, il y a eu quasiment aucune offre. Je crois qu'ils avaient reçu aucune offre de la part d'un diffuseur. Après, c'était Covid. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu une issue de secours quoi, qui se sont trouvés. Après, ça peut être une bonne idée. Tout va dépendre du format qui sera pris, comment la chose va être, et est-ce qu'il y aura des gens qui vont suivre. Ça va dépendre, je pense, du prix aussi. D'accord, pas d'accord? Toi, tu le vois comme un aveu de faiblesse, d'accord, mais par exemple, pour le football amateur, toi, Djilali, tu trouves que c'est un signe quand même d'assurance un petit peu? Ça rassure les gens, ou même football professionnel, ou est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Après, au risque de choquer, moi, j'étais un peu d'accord sur le fait que les gens s'intéressent pas forcément aux petits matchs. Ouais. Moi, je regarde que les matchs de Marseille et les grandes affiches. Non, mais sincèrement, je dis les choses. Honnête, je regarde les matchs de Marseille et les grandes affiches. Après, moi, le résumé j'aime bien les multiplex. Ouais, mais s'il n'y avait pas les multiplex, la course au maintien, je m'y intéresse pas. Mais aujourd'hui, je me mets à cette place-là. Après, je pense qu'il y a aussi un problème d'ego. Voilà, Canal+ voulait racheter les droits à l'époque, Média pour arriver, et je pense que depuis Canal+, la mauvaise. Canal+ a fait une offre avec 200 millions, je crois, de moins, autour de 650 millions, et ils ont refusé la LFP. Donc aujourd'hui, plus le temps passe, plus ça va être compliqué. Sincèrement, cette nouvelle chaîne, moi, je la prendrai pas.
C'est 10 euros par mois. Hein. Je sais pas si vous étiez au courant du prix. Ouais, mais bon, le problème, c'est que 10 euros par mois. Sans les grandes affiches. Pour la Ligue 1, après, vous avez 24 euros pour Canal+. Après, vous avez, à un moment donné. C'est ça, les mecs, ils en ont marre. On prend l'IPTV, on prend l'IPTV. C'est que moi, j'ai l'impression que la LFP, ils ont pas compris le message, justement, du public, des spectateurs. Les spectateurs, depuis des années, ils en ont un petit peu marre de devoir prendre, je sais pas combien d'abonnements pour pouvoir regarder le foot. Et là, tu vas nous rajouter encore une chaîne de la LFP parce que finalement, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver un diffuseur. C'est problématique. Il y a Canal+, c'est le diffuseur historique. Et d'ailleurs, excellente blague de David. Ouais, j'ai vu, ouais. Ok, Djilali a remarqué. Il a dit quoi? Voilà. Je sais pas si vous avez tous vu, il regarde les matchs de Marseille et les grandes affiches, mais pas les deux en même temps. Ça charrie un peu l'OM dans le chat. Ouais, c'est bon enfant, c'est bon enfant, il y a bonne ambiance. Ça va, depuis que Sampaoli est là, c'est un peu mieux. Ouais, il y a de la guitare. Mais d'ailleurs, juste pour info, j'ai un petit scoop. C'est pas officiel, mais peut-être la LFP, vu que rien n'est officiel, peut-être la LFP ferait ça pour en fait faire monter beIN, parce que beIN a un gros projet de faire une chaîne entièrement concentrée sur la Ligue 1. Donc ce serait peut-être une idée. Pourquoi pas. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez tous dit, surtout Dinosaurus et Djilali. Moi, je pense que ça n'a aucun intérêt d'avoir une chaîne pour avoir les affiches les moins, ouais, voilà, exactement, les moins alléchantes. Qui va regarder ça? Par les grands fans et encore. Non, moi, je pense qu'effectivement, soit c'est Canal, soit c'est beIN, mais il faut pas que ce soit encore un Média Pro ou un truc comme ça. Sinon les gens, ils s'abonneront jamais. Mais d'ailleurs, dans les autres pays, comment ça se passe? Parce qu'il y a des Levante quelque chose en Liga, tu vois, il y a des affiches qu'il faut moins parler. C'est comment? Il y a une chaîne nationale à chaque fois par pays? Est-ce que vous êtes au courant de ça ou personne n'a d'infos? Alors moi, après, sur l'Angleterre, je sais que c'est la Sky. Parce que Sky Sport a tout, typiquement? Qui a la majorité des matchs. Et en Italie, Italie, c'était Sky Italia, mais ils ont changé aussi en Italie. L'année prochaine, ça va changer. Après, ça a l'air un peu de se développer, mais nous, en France, en tout cas, ça fait depuis 10 ans où, voilà, ils nous fatiguent. Si vous vous souvenez, il y avait TPS Star à l'époque. À l'ancienne, ouais, vraiment, pour le coup. Ça veut dire que vous partez sur un truc. Là, on nous a mis RMC, on a commencé à s'habituer, et puis finalement, ça change. Ils nous ont perdus, en fait. Ouais, c'est ça. Ils nous ont perdus. Bah surtout que les gens en ont marre de payer 60 euros par mois. Ça finit par faire perdre de la valeur au produit, tout simplement. Les gens commencent. C'est vrai que même pour les nouvelles générations, c'est vrai que même toi, en tant qu'éducateur, Djilali, les gens doivent limite moins regarder le foot, moins être passionnés, parce que pour accéder en fait au foot, faut payer 60 ou 80 euros. Donc, Mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. On dit trop de foot a tué le foot. C'est un peu vrai. C'est sincèrement, moi je vois en tout cas alors je vais pas dire un désamour, mais une perte. Avant, on avait peut-être 70%, 80% de passionnés et 20% de consommateurs. Ben, aujourd'hui, on tourne plutôt autour de 20-30% de passionnés, même chez les jeunes, hein, et 70% de consommateurs. Aujourd'hui, énormément d'enfants, même jusqu'à 16 ans, on va dire, viennent par rapport aux copains, par rapport à la tendance que le foot, voilà, ouais, il y a une Coupe du Monde, tendance, après il y a un Euro, après, donc ça crée toujours un petit peu d'émulation. Mais c'est pas très optimiste ce que tu nous dis par contre, Djilali. En fait, on va arrêter l'émission, on va passer au basket. Il a raison. Aujourd'hui, vous regardez même le foot. On vous parle chaque semestre, il y a une nouvelle pratique. Les changements de règles, les compagnies, c'est fatigant. Changement de règles. On ne sait même plus en fait de quel football on parle. Avant, il n'y avait qu'un seul football. Il y avait pas. Là, aujourd'hui, on vous dit football. Voilà, avant, à la limite, c'était football et futsal. Aujourd'hui, vous avez foot à 5, foot en salle, qui n'est pas la même chose que le futsal, foot loisir, foot. On ne sait même plus de quoi on parle.
Sincèrement, C'est vrai que ça change beaucoup. D'ailleurs, si quelqu'un a compris s'il y avait prolongation ou pas en Coupe de France, ça a changé pendant toute la compétition. Il y a pas de temps, il y a pas de- Non, c'est vrai, à un moment, il y avait tir au but directement. Après, en finale, ils ont dit, bon, c'est n'importe quoi. Bon, c'est du Alors, business aussi. Messieurs, Allez. on passe au Torty Quelle Web. conclusion, Loco. C'est la nouvelle rubrique, le Torty Web. Alors, le Torty Web, il est là, il est avec nous. On va démarrer avec. Alors, je vais présenter typiquement la rubrique à Djilali et Dinosaurus. Donc, le Torty Web, c'est un peu tout ce qu'on trouve sur le web et on va débriefer là-dessus très rapidement. Donc, il y a plusieurs images. Et là, typiquement, c'était Kylian Mbappé qui, après notamment la finale en Coupe de France, a parlé de prolongation. Il a un peu esquivé la question. Est-ce que vous y croyez ou pas? Là, typiquement, l'équipe nous dit, non, le Parisien nous dit qu'il donnera sa priorité au PSG, mais il attend des garanties. Tour de table, qu'est-ce que vous en pensez? On entend tous les jours des infos différentes. C'est compliqué. Moi, si je peux donner mon avis, moi, ça fait depuis qu'on T'es a, là pour qu'on a ça, hein. commencé. Ouais, non, mais ça fait depuis qu'on a commencé la chaîne Tortifoot. Moi, je vous disais qu'il prolongera au PSG. Il prolongera au PSG parce que je pense que c'est au PSG qu'il a le plus de chances de gagner des titres et c'est pour ça qu'il demande des garanties. Alors déjà financièrement, je pense qu'il y a pas beaucoup de clubs qui peuvent aussi se permettre de lui proposer le salaire qui va et le salaire qu'il peut négocier avec le PSG. En termes de titres aussi, je pense il est mieux placé au PSG qu'à Madrid pour gagner la Ligue des Champions dans les prochaines années. Voilà, c'est pour ça qu'il attend des garanties. Il veut qu'on recrute des mecs au milieu, un vrai arrière droit, qu'on renforce l'équipe pour lui permettre de soulever cette Champions League. Donc moi je pense que c'est une vraie info. C'est pas je pense qu'il prolongera au PSG. Tout le monde est d'accord ou il y en a quelqu'un n'est pas d'accord? Pas du tout d'accord. moi, je Pour suis une pas fois. d'accord non plus. Ouais, pas du tout d'accord. Allez-y, l'un après l'autre. Vas-y, Papito Vas-y, d'abord. vas-y. Personne n'est d'accord. Non, J'avoue, j'étais Dino, tous avec Dino, le pauvre. j'étais d'accord avec Ah mais Dinosaurus j'attends vos toute arguments. l'émission. Ouais, j'étais d'accord avec Dinosaurus toute l'émission, mais là, je suis obligé de dire que je suis pas d'accord. Non, pas du tout d'accord. Au contraire, je pense que pour moi, Mbappé, il lui reste 2 ans de contrat. Un an, non, un an. Ah non. Un an. Bon, bah, déjà, maintenant, on peut passer à Djilali. Voilà, taisez-vous. Vas-y, donne ton Non, argumentaire. attends, laisse terminer une seconde. un an de contrat, s'il part pas maintenant, voilà, Paris a pas le laisser partir libre. Donc, et lui, je pense qu'il a envie quand même de découvrir un nouveau championnat où il va pouvoir gagner des titres, où il va pouvoir devenir le meilleur joueur de la planète. Et pour moi, c'est pas en restant à Paris et en jouant toutes les semaines contre Reims. Non, mais je dis pas qu'il va rester toute sa vie à Paris, mais il Non, peut mais Nasser, il prolonger le de lâchera 3 pas. ans. Non, mais Nasser, il le lâchera pas si c'est pas maintenant. S'il prolonge de 3 ans, ce sera comme Bah, Verratti, restera à Paris. si il gagne la Ligue des Champions, oui, il pourra le lâcher, je pense. Mais jamais, Nasser, il le lâchera jamais. On a écouté les arguments des uns et des autres. Djilali, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, moi où je suis pas d'accord, mon argumentaire, il va être surtout basé sur une question. C'est comment veux-tu renforcer l'équipe en ayant deux salaires énormes? Aujourd'hui, à part prendre des joueurs libres, t'es coincé parce que Icardi, tu vas perdre de l'argent sur sa revente, forcément, parce que lui, il veut partir et tu le revendras jamais 70 millions. Keane, il va partir. Donc, déjà, ça veut dire que tu auras un demi-attaquant. Lui, il veut pas forcément jouer en pointe Mbappé. T'as pas de Lato. Sergio Ramos, ok, il va venir, mais pour un salaire de combien? Donc, ta masse salariale, elle va être bloquée. Aujourd'hui, regarde le Barça, comment il souffre avec Léo Messi pour recruter. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de rumeurs cette semaine. Mais dans tous les clubs, dans tous les clubs, ça va être la même chose. S'il va au Real aussi, le Real, leur milieu de terrain, ils ont tous 35, 36 ans. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut regarder, c'est la masse salariale. Aujourd'hui, quel club, à part Messi, à part Ronaldo et à part le PSG, donne des salaires comme ça? Aucun. C'est des salaires à des 30 millions par an. Benzema, c'est 13 millions. Ouais, donc c'est le double. Non, c'est par rapport à, ça veut dire Mbappé, Neymar, c'est ce qu'ils demandent. Pour moi, Paris se tue tout seul en faisant ça. Ça veut dire pour moi, Mbappé, sincèrement, il sait qu'il est en position de force. Donc, il va attendre. Il va faire monter les enchères, limite. Quoi. Il veut partir, je pense. Et il restera s'il n'y a rien. Et comme, à un moment donné, il faudra qu'il prolonge,
Paris va casser la tirelire parce que lui, de toute façon, s'il a rien, autant rester. Et ils feront un effort et ils vont s'aligner sur Neymar. Parce que je pense que ça aussi, c'est une discussion qui doit être sur la table. Neymar, il est à 30 millions, lui, il est à 20 et quelques. Il va vouloir monter à 30. Et Paris ne pourra pas recruter. Gino, convaincu ou pas? En soi, convaincu. Enfin, au final, à la finalité, tu penses qu'il va prolonger. Peut-être pas pour le côté sportif, mais je suis plutôt d'accord. Mais derrière. Je pense que ça dépend de Zidane. Si Zizou il reste au Real, il aura Mbappé. Alors Zidane, je l'ai eu hier, il part. Alors, apparemment, il aurait annoncé qu'il partait et ce serait Raoul qui peut-être le remplacerait. Donc je pense qu'il va re-signer dans ce cas-là. Mais derrière, moi, je pense que l'argent au PSG, c'est pas un problème sur la masse salariale. Après, il y a le fair play financier qui s'occupe plutôt des transferts, mais qui va pas s'occuper forcément de la masse salariale. Je crois qu'ils allaient l'enlever, ça. Ouais, apparemment, mais pour le moment, il y a encore. Mais la masse salariale au PSG, c'est pas forcément un problème. Après, oui, il est payé une fortune. Je pense après que le PSG peut recruter intelligemment sans forcément faire des transferts mirobolants. On va voir. De toute façon, ils aiment bien prolonger des mecs comme Draxler et Kurzawa, donc on va voir. Non, ils ont été prolongés. Et c'est un signe qui va dans mon sens. C'est-à-dire, si tu prolonges des gars comme Draxler, ça coûte, comme Di Maria, c'est que tu sais que tu pourras pas aller chercher mieux. Ça, c'est pas faux. Alors juste, typiquement, on a vu ce mème qui est sorti avec Will Smith quand tu enchaînes ta 4e victoire consécutive avec 13 buts inscrits mais que tu es toujours barragiste. On pense à nos amis nantais, les pauvres, qui se donnent vraiment du mal en cette fin de saison. Ça fait beaucoup de peine pour eux. Ils vont s'en sortir. Bon, là-dessus, justement, il y a toute cette image qui est sortie de la future composition de l'équipe de France. Honnêtement, qui peut nous empêcher de gagner l'Euro? Bon, on en a déjà parlé. Le pauvre Olivier Giroud, monsieur, Olivier Giroud, terrasse, cinéma, bande touche, retour à la normale. On est obligé de penser à lui, le pauvre. Et on a aussi le retour de Müller en équipe d'Allemagne. On a découvert comment il avait fait. Et on peut voir en fait qu'il a mis une belle patate à jouer. Énorme. Donc on a vu ça sur Twitter, ça nous a bien fait rire. Et on a pour terminer d'ailleurs, je voulais en parler tout à l'heure quand Gilles a parlé des tests. Il y a une enquête qui est apparue sur le FC Porto. Le club est suspecté d'avoir falsifié des tests Covid. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est arrivé pendant la saison justement à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Clairement. Toi, tu crois, surtout vu l'organisation que ça demande. Clairement. Mais c'est possible, mais il risque gros, quoi. Pour le coup, ça risque très, très gros. Est-ce que vous vous souvenez quand Mandanda a été... oui, une fois en équipe de France. Il était négatif et le lendemain, il est positif avec les Bleus. Exactement, c'est ça, ouais. Oui. Et le samedi après, il jouait avec l'OM ou un truc comme ça. C'était ridicule. Vous avez la réponse. En fait, limite, ça dépend en fait de l'endroit où tu fais le test. En tout cas, je les accuse pas, mais ça me surprendrait pas. Tout le monde est d'accord là-dessus? Ça surprend personne? Papito, vous? Surtout pas de Porto en plus, parce que Porto a cette image un peu nébuleuse. Ah, mais non, c'est pas possible. Ce soir, le mec aime pas les Portugais. Lui, il est en feu ce soir. Il aime personne. Non, mais c'est vrai. Porto a quand même une image, les gars, je pense que vous serez d'accord. Ils ont, notamment au niveau des transferts, avec des relations avec des agents un peu douteux, etc. C'est un grand club, mais tu dis ça parce particulièrement venant de Porto, ça m'étonnerait pas. Tu dis ça parce que Monaco avait joué contre Porto. Voilà, j'ai jamais pardonné la défaite en 2004. C'est ça, en fait. C'est un vrai sudiste. Et on a bien sûr, hier, vous l'avez tous remarqué, le pierre-feuille-ciseau de Emmanuel Macron. Monsieur le Président, il est bientôt 11h du matin. Mais c'est quoi ce délire? Est-ce que vous voyez ça dans les autres coupes nationales? Franchement, c'était pas un peu abusé quand même? Et déjà, il y a pas qu'en France que le président il va voir les joueurs et tout. Emmanuel est dans le chat, il dit laisse-moi tranquille. Non, je sais pas, vraiment, en fait, je m'emmerdais. J'étais là en mode quand est-ce qu'ils vont jouer? Donc limite je pensais les joueurs aussi s'emmerdaient. Ouais, les joueurs ils devaient être excités justement quand t'es à un avant-match comme ça, putain, c'est c'est une tradition, hein. C'est une tradition en France. Je pense que après c'est des moments comme ça qui sont sympas à vivre.
Ah, pour les footballeurs. Hein. Mais ça reste quand même le président. Hein. Bah oui, non mais c'est sûr, mais bon, d'avoir autant à chaque fois, limite il avait une mini discussion quoi. C'est un serrage de main aurait peut-être suffi. Quoi. Il paraît, il a eu il a été assez proche des joueurs. Genre, il y a, par exemple, Paredes qui avait perdu son père récemment. Il a eu un petit mot pour Paredes. Ça a été apprécié de certains joueurs. Ah, c'est bien. Non, bah pour le coup, je pense qu'il est très humain. Ah, pour le coup, vraiment, je pense qu'il s'est renseigné sur chacun des joueurs, etc. Ouais. Il est Marseillais. Ah, pour l'OM, c'est pour ça. Bon, Djilali a voté Macron, c'est un scoop. Alors, non, de toute façon, on fera jamais de politique chez nous, c'est ridicule. Voilà les couilles. Ah, complètement. Un intérêt de l'AC Milan pour Olivier Giroud, bonne porte de sortie, messieurs. Ah ouais, clairement. Ouais. Ah ouais? Toi, t'es Olivier, tu signes? Super. Après, ils ont prolongé Ibra. Il y a, ouais, mais pourquoi pas. Mais justement, moi, je voulais poser une question par rapport à Giroud. Est-ce que vous pensez que s'il avait fait une saison pleine avec Chelsea, qu'il avait été titulaire, qu'il avait joué beaucoup de matchs, est-ce que Deschamps aurait rappelé Benzema? Bah, bien sûr que non. Ah oui, oui. Ah, bien sûr que non. Non, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'il l'aurait quand même rappelé. Ce Benzema-là, il l'aurait rappelé. Ouais, voilà. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Si Giroud fait une saison de ouf, pourquoi? Bien sûr, il a raison, coach, parce qu'il était un petit peu moins. Tu l'as vu dans les matchs de préparation. Non, mais si il avait été. Que les joueurs, ils lui font un peu moins confiance à lui que aux autres entre eux. Et t'as l'impression qu'il était un petit peu moins bien, même avec l'équipe de France sur les matchs de prépa. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a rappelé Benzema, je pense. Parce qu'il a vu que Giroud était pas très bien, que Ben Yedder avait du mal à assumer, que Martial était blessé. Donc, à un moment, il fallait bien quelqu'un. Et je pense que c'est pour ça qu'il a rappelé Benzema. Si Giroud était en pleine forme et qu'il avait planté sa vingtaine de buts, on n'aurait jamais eu ce débat sur Benzema. C'est vrai. Mon frère, que je salue, qui nous écoute, qui est adjoint d'ailleurs au passage avec moi à Compiègne. Ah, c'est une entreprise familiale. Tu peux venir? Familiale, d'accord. Exactement. Et m'a dit quelque chose qui était pertinent en partant de l'hypothèse que Benzema a appelé Deschamps. Imaginez, quelle que soit la saison de Giroud, qu'on apprenne, après que la liste ait été donnée, que Benzema a tenté un rapprochement et que Deschamps n'en a pas voulu. Donc, à partir du moment où Benzema, je pense, a fait le premier pas, ça devenait inéluctable qu'il le reprenne avec le niveau qu'il affiche actuellement. C'était obligatoire. Giroud, pas Giroud, Griezmann, pas Griezmann. Là, surtout, on le voit complètement titulaire. Alors que peut-être s'il avait fait le premier pas, peut-être il y aurait eu challenge avec Giroud. Je suis d'accord avec toi, Djilali, mais d'un autre côté, pendant tout le temps où Benzema n'était pas en équipe de France, il a jamais dit qu'il voulait pas retourner en équipe de France. Lui, il a toujours laissé la porte ouverte. Oui, mais il y a une différence entre laisser la porte ouverte et appeler. C'est comme votre ex qui dit moi je veux bien me remettre avec lui, mais si elle vous appelle pas, vous revenez pas avec. D'ailleurs, Manu, elle m'a appelé. C'est important. Je vous dis, aujourd'hui, Deschamps, il a conscience de ça. Et à un moment donné, le niveau de Benzema, j'aurais plutôt tendance à dire si Benzema avait été un peu quelconque, je pense que même il ne l'aurait pas rappelé parce qu'il n'y aurait eu aucun sens de le rappeler. Mais là, il était stratosphérique, c'est impossible. On a perdu le loco. Alors, très rapidement, il y avait justement Sports Black qui est un des principaux fournisseurs de notre rubrique Torti Web qui dit les cracks d'aujourd'hui. Ils trop long avec ta rubrique là. Attends, c'est la dernière, tu me casses les couilles. Ils ont soit 22 ans max, soit plus de 35 ans. Parce qu'on fait des dédicaces à Doncic notamment. Airball va être content. Julien Draxler, on en a parlé et c'est terminé. Bah voilà. Donc là, on parle Torti Market, messieurs. Torti Market, c'est la rubrique de locaux. À vous. Bon. Tu présentes la rubrique à Djilali. On va faire plus concis. Djilali, tu commences. T'as un joueur. Il y a une rumeur de transfert sur ce joueur. Tu dis, tu te mets dans la peau du joueur et du club. S'il signe ou s'il part. Voilà. Ouais. Il y a la rumeur de Moussa Diaby qui sera en route vers Dortmund. Est-ce que tu valides des deux côtés voilà. Clairement. Pour lui, pour le joueur, des deux côtés, oui. tu peux. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est un gap. Qu'il soit à Leverkusen, il a fait une grosse saison. Dortmund, c'est un niveau au-dessus. Moi, j'y vais sans hésiter.
Ça correspond au style de jeu. C'est validé. Simon, le prochain. Clairement. On avance. Le prochain, la régie est en feu. Il y a une vieille derrière. Là. C'est le marché, donc t'en fais marquer. Incroyable le fond. N'importe quoi. Alors vas-y, le prochain pour Hillel, Mike Maignan, il y a la rumeur qui sort on le voit beaucoup en Italie, il y avait le Milan et maintenant il y a la Roma qui serait dessus. Mourinho l'aimerait beaucoup. On sait que c'est le prochain coach de la Roma. Est-ce que Mike Maignan à la Roma, tu valides ou pas? Ouais, je valide. Je valide. Après, ouais, non, je valide. C'est un très bon gardien. À la limite, je me serais posé la question, peut-être il pourrait prétendre à un club d'un niveau supérieur. Complètement Bon, d'accord. la Roma, ça reste quand même un club, un très très bon club. Donc ouais, je valide surtout qu'ils n'ont pas des top gardiens, je crois. Hein. Ils avaient que 5 ou 6 Ils jouent même pas la Champions League, ni la Roma, et peut-être même pas le Ouais, Milan. Moi, je trouve ça triste. Hein. Pour les autres, c'est peut-être un peu léger. Complètement Aucun léger. sens. Non, à ce jour, aucun sens. Autant rester avec Lille une année, il aura beaucoup mieux. Moi, je le vois Augmente ton salaire, plus comme Manchester. Tu augmentes le salaire et tu vas dans un club quand même prestigieux, en reconstruction, avec un grand coach, enfin, un ancien Mourinho, grand ouais. coach. Mourinho, ça fait longtemps que. À suivre. Coach, enchaîne. Kane. Alors pour Manu, Kane, il paraît que il a parlé d'ailleurs, enfin dans la presse encore aujourd'hui, qu'il est vraiment sur le départ. Et la piste la plus importante en Angleterre, ça serait City, qui a besoin d'un vrai numéro 9. On l'a vu, il joue plus avec de vrais numéros 9. Est-ce que pour toi tu valides? Sans problème. Pour City, je suis City, je le valide. Je suis lui, j'y vais direct, sans problème. Et même si c'est cher, il vaut largement son prix et je dis oui sans problème. Ce serait le meilleur club pour lui en première ligue selon toi? Ah bah oui, il cherche un attaquant, il cherche un numéro 9. Ouais, mais Liverpool a quand même déjà Firmino. Alors oui, il est un peu sur le déclin, mais je pense que quand même City a besoin d'un numéro 9 et là ils seront encore plus injouables que ce qu'ils sont actuellement. C'est clair pour moi. Bien vu. On enchaîne. Vas-y coach, il en reste 2 je crois. Vas-y, il est pour toi, coach. Est-ce que Marcelo, il a plus le niveau? Oui, il va aller, non, une belle retraite avec Beckham à Miami, je pense. Oui, non, il ira à Miami Beach. Non, c'est clair. Pour toi, il a plus le niveau pour jouer en Europe? Non, je pense qu'il a rendu les plus beaux services au Real. Mais même lui, je pense, même son hygiène de vie, elle est plus en mode retraite, là, ça y est, je pense. Ouais, il a arrêté de jouer quand Ronaldo, il est parti du Real. Ouais, en plus, ils étaient hyper copains, c'est vrai. Hein. On en a un dernier, on va le faire pour Djilali. Peut-être un joueur que tu connais. Jonathan Klaus, c'est des grosses rumeurs qui sont en train de sortir sur lui. On a des clubs de première ligue. Des gros clubs. Certains noms un peu hauts d'ailleurs. J'ai entendu Chelsea. Bon, j'y crois pas trop. Il y avait par contre en Espagne le FC Séville. Pourquoi pas? Très bon bien joueur. Des joueurs de Ligue 1. Très Est-ce que bon tu joueur. le vois partir de Lens? Très bon joueur. Moi, je le vois partir de Lens et j'aimerais bien qu'il ait la tunique bleue et blanche. Ouais. Lui et Seko Fofana, impressionnant. Tu prends tout de suite. C'est vrai. Tout de suite. Et tu penses, Djilali, pour avoir juste ton petit détail, un joueur comme Klaus, il a une limite en termes de niveau? Tu le verrais jouer à Séville, par exemple? Ça lui conviendrait. Moi, il m'a impressionné par sa qualité technique, sa justesse. Il court. Non, très bon et puis très bon mec. Je connais bien l'analyse vidéo du RC Lens. Non, franchement, ce serait une top recrue, je pense. Tu penses pas que Lens pourra le garder pour finir, non? Ça me paraît compliqué avec la saison qu'ils font. À mon avis, ils vont essuyer quelques départs. Ils sont comme tous les clubs, obligés de vendre. Bien sûr. Beaucoup de joueurs convoités en plus. Hein. Ouais, parfait. Vas-y, Simon, on peut enchaîner avec le quiz. Ah oui, il y avait un dernier. Le dernier. Très rapide. Il y avait la rumeur pour tout le monde, Hansi Flick pour remplacer Coman au Barça. Finalement, il paraît que ce serait lui. En tant qu'ailier. Ah bon. Mais non, moi j'ai entendu qu'il allait prendre la sélection. Moi aussi. Ouais, mais aujourd'hui c'est sorti que Hansi Flick pourrait aller au Barça finalement. Alors je sais pas. Moi, Coman, je lui laisserai plus de temps avec le Barça parce que je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Il faut lui laisser plus de temps. Ça parle avec insistance de Xavi. Hein. Il y avait Xavi, ouais. les deux sont sortis aujourd'hui. Ça change tous les jours, hein, mais voilà, c'était les rumeurs du jour. Ok, merci messieurs. On peut faire le quiz pour. Ah bah oui, c'est l'heure du quiz, le quiz de Manu. On l'attendait tous. Surtout Airball.
Non, Regardez les fonds que je vous sors là, ils sont pas beaux. Ah ouais. Ah, magnifique, magnifique. Je l'ai dit, donc on va Et faire un encore petit quiz. Non, on va faire un petit quiz parce que voilà, après le quiz un peu difficile de mardi soir, j'ai voulu aller sur quelque chose d'un peu plus facile avec deux équipes qui jouent la Ligue des Champions, enfin, qui jouent leur place en Ligue des Champions ce week-end. Bah, je vais vous ramener en 2016, 2015-2016. On est à la 37e journée et on a un Lyon-Monaco capital pour là aussi la Ligue des Champions. Et je vais vous demander de me retrouver les deux équipes, les compos donc des 11 joueurs de chaque équipe. Donc la 37e journée de 2016, Lyon-Monaco. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse chacun son tour. Peut-être pour commencer, El Loco. Honneur à l'invité. Ouais, Non, bah, vas-y, oui, honneur à bien sûr. l'invité. J'ai pas entendu Honneur à la l'invité. question. Hein. C'est retrouver la compo en fait du Lyon-Monaco de la 37e journée de 2016. Lyon-Monaco 2016. Vas-y, Djilali. Petit indice, coaché donc à l'époque par Jardim et Genesio. Ok. Alors, je vais dire Awar. Awar, c'est pas bon. Ouais, en 2016, ça me paraît peut-être un peu jeune. Ouais. Ouais, Awar n'y était Peut-être pas. l'année d'après, ouais. Allez, on Vas-y, avance, on y va. Vas-y, coach. À coach. Le goal, Antonio Lopez. Ouais, Antonio Lopez, c'est bon. ouais, ce que j'aurais dit, ouais. Vas-y, Dino, t'en as pas note? Gonalon. Gonalon, c'est bon. Très bonne réponse de Dino. Loco. Loco. Moi, je vais dire Lisandro Lopez. Non, Lisandro, Ah non, c'était bien c'est avant, avant. Loco. Sortez-le, Avant. sortez-le. Bien avant. C'est C'était quoi bien avant. Gilali, à toi. Sortez-le. Flavio Romain. 2016, Je pense que c'est avant aussi, Flavio Romain, ça date. Flavio Romain, c'est bien avant. C'est fin des années 2000. Alors, à mon tour, moi, j'ai vu aujourd'hui, c'était justement en 2016, le dernier match de Lacazette et Tolisso. Ah ouais. Alors, Lacazette et Tolisso. Tolisso, c'est pas bon. Bon, casse-toi. Et Lacazette, c'est bon. Lacazette, c'est bon. Bon, ça va. Moi, je dirais Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, c'est pas bon. Merde. Il y a un Traoré, mais c'est pas bon. Pas Bertrand. Loco. 2016. Ouais. Il y avait Gomis. Il n'y avait pas de Gomis. Non. Vous m'avez dit l'attaquant lyonnais, c'était Lacazette. Il était seul en pointe. Vous voulez que je vous remette le chat pour vous aider un petit peu? On n'est pas en forme ce soir. Hein. Vas-y, Gilali, à toi. Et Monaco, Fabinho. Fabinho, c'est pas bon. Il n'est pas titulaire, Fabinho. Incroyable. Et il y avait Falcao? Falcao, c'est pas bon non plus. Putain. Frère, tu sais quoi ce match en carton que tu nous as sorti? Tu me sors Morientes, je m'énerve. Non. Vas-y, Dino, à toi. Il n'y a pas. J'ai peur de dire une connerie, mais je dis. Attends, 2015, t'as dit? 2016. Putain, le mec entend rien. J'aurais dit Umtiti. Et Umtiti, c'est bon. C'est Ah. bon. Putain, non. Alors là, applaudissements. C'est sa dernière saison. Simon, il avait Alors, vous voyez, ouais. Juste pour sortir le jingle. Exactement, tout le budget est arrivé dans ce son. Vas-y, Loco. Loco, il est en PLS. Loco, il répond plus. Titi, non, franchement, c'est pas trop dit. Moi, je dirais Sidibé. Sidibé, c'est pas bon. Putain, Ah ouais. À Monaco, je dirais Glick. Glick, c'est pas bon. Putain, Monaco, toute leur équipe, elle a changé, c'est un truc de ouf. En même temps, elle a énormément changé, l'équipe. Il n'y avait pas Carrasco. Carrasco, c'est pas bon. T'es sûr que t'as les bonnes données? J'ai les bonnes données, messieurs. Vous n'êtes pas sur la bonne année, là. Ce que vous me dites. Est-ce qu'il y a Berbatov? Non, Berbatov, c'est pas bon. L'attaquant, c'est. C'est Germain? Non, c'est pas Germain. C'est un attaquant très grand par la taille, pas beaucoup par le talent. J'espère qu'on l'invitera pas au Tortifoot. Il n'a pas joué très longtemps à Monaco. Il est arrivé de Roumanie, improbable. Ou de Russie, pardon. De Russie, il est allé en Roumanie après, il me semble. Ah oui, le grand Kohler, non? Non, il est ivoirien. Ivoirien? Ouais. Wagner Love, il nous dit Jaïs? Non, Wagner Love, c'était brésilien. Non. Vous l'avez pas? Je vous le donne. Attends. Il n'a pas joué à Arsenal?
Non, il n'a pas joué à Arsenal. Il a fait Monaco. Après, il a été prêté dans des clubs un peu obscurs. Il me semble qu'il a joué à Moscou, à Cluj aussi, Non, bah dis-nous. et à Amiens. Voilà, il a fini à Amiens, je crois. Jean Comme Castex. Lassina Traoré, messieurs. Vous l'aviez pas. Ah, bah Lassina ça a été, Traoré. ça a été donné par Jaïs. Bravo Jaïs pour le coup. Non, pas mal, pas mal. Alors, Et qu'est-ce qui, le- qu'est-ce qui Ah, nous manque monsieur, à Monaco? Vous êtes particulièrement nul ce soir. Le Vous n'avez goal, pas le goal, question. j'irais sous Basic. Subasic, c'est bon. Voilà, enfin. Allez, c'est parti. Combien il nous en manque à Monaco? Alors, Monaco, vous m'avez donné Subasic, vous m'avez donné Lassina Traoré. Enfin, je vous ai donné Lassina Traoré. Et il vous manque les 9 autres. Putain. Ah ouais, d'accord. Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'est bon. Thomas Lemar, vous nous dites dans le chat. Ça? Thomas Lemar. Non, Thomas Lemar, c'est pas bon. À gauche, c'est un joueur qui joue maintenant en Angleterre, côté monégasque. Rachid bah, Ghezal. Non, oui, Rachid Ghezal, c'est bon, mais il Côté était à lyonnais, Lyon. ça. Ouais, c'était à Ah Lyon. oui, à Lyon, bah oui. C'est À bon. Monaco, t'as dit, il y a un gars qui joue à gauche. J'ai pas compris qui joue en Ouais. Angleterre. Il joue aujourd'hui en Angleterre. Il est portugais. Allez-y, hein, Djilali, Loco, si vous avez des idées, on y va. Hein. Ah, attends, c'est Il joue du c'est côté de Leeds. Costa, Elder Costa. Elder Costa, bonne réponse. Putain, Et chapeau. à Monaco, Moutinho, non? Et Moutinho, je ne l'ai pas. Non, non, non. Et t'as pas Bakayoko? Bakayoko, c'est bon. Bakayoko, c'est bon. Qui a accompagné Bakayoko? Ah ouais, Gianni, d'accord que tu n'aimes pas. Ah, incroyable. J'aurais mieux fait d'allumer Google avec mon portable. Ah, mais t'aurais dû faire un quiz sur Marseille, toi aussi. Ah, Je bah savais oui. pas que t'étais fan de Marseille. C'est Djilali. pas Ça aurait été réglé depuis longtemps. Là. Qui ça, Hélène? Jemerson. Jemerson, c'est bon. Ah, chapeau. Alors, pas mal, ça. Jemerson, Attends, pas on a, mal. on a donné les deux défenseurs de Monaco parce que Jemerson Alors, est. Je suis étonné qu'il n'y ait pas Glick. Non, Ah, il y avait Papy-Raghi. Ragui, c'est bon, bonne réponse. Ah, Non. chapeau. Alors là, Ragui, Andrea Ragui, qui joue à gauche. voilà, Il vous le manque reste les- du budget. Alors, il vous manque les deux défenseurs centraux à Monaco. Jemerson avait joué à droite pour le match. Quoi? Et Ragui Ah à ouais gauche. Oh là, attends, il n'y a pas Glick. Et Djilali, ça te concerne parce qu'il y a un des deux défenseurs qui a été dans le staff marseillais en première partie de saison. Ah, Ricardo Carvalho. Ouais, Ricardo Ricardo Carvalho. Carvalho, c'est bon. Ah, chapeau, bravo, bravo. Ah, énorme, je l'avais oublié. Lui. Non, moi aussi, j'ai oublié. Et l'autre, il est où maintenant? Oh là là, l'autre, là, je crois qu'il joue à. Je crois qu'il a joué à la Lazio et je sais pas si maintenant il s'est pas retrouvé en Turquie. Il a joué à Braga aussi, un Brésilien. Et c'est le seul qui Ah. nous manque? Ouais, en def, c'est le seul. Oui, non, mais dans l'équipe. Bah non, vous m'avez pas donné la moitié des joueurs, mais il vous manque le milieu de terrain, il vous manque Ah, les droits. il faut accélérer, Ah, donne-nous voilà, indice. c'est trop long pour ce soir. Oui, On va donne-nous couper indice. en cours, hein. À Bah, Lyon, il n'y a vous pas, êtes- il vous y a êtes pas mauvais Grenier. aussi, je sais pas. Grenier à non, Lyon. non, Grenier, on n'y est pas. Non, non. Grenier, On n'y est non. pas. Un joueur aujourd'hui. Jallet, Christophe Jallet, Jallet. c'est bon. Jallet, c'est bon. Magnifique, bravo, chapeau. Ah oui, Jaïs l'avait dit, il y avait Wallace. Voilà, c'est ça, Wallace. Le Wallace, défenseur. mais, Wallace, Texas Wallace? Bon, sans commentaire. Tristan Val dans le chat. Là, Christian Val, c'est pas bon, c'est pas bon. Au milieu de terrain lyonnais, Je crois que même le chat a abandonné son quiz. Les gars. Airball s'en va. les gars, le milieu de terrain lyonnais, vous ne l'avez pas donné. Les deux joueurs du milieu de terrain lyonnais, il y avait Gonalon, il y avait deux autres joueurs. Un qui joue aujourd'hui dans le championnat de France dans le sud, du côté de Montpellier. Ferry? Jordan Ferry, bonne réponse. Ah, énorme. Bravo. Ouais, Voilà. Ah, bravo. Un autre qui joue en Espagne. Il joue en Espagne. Ah, il y avait Fekir. Non, pas lui. Pas lui. En deuxième division espagnole, il joue maintenant. Deuxième division espagnole. Non, mais je regarde pas la deuxième division espagnole, frérot. Mais à l'espagnol, Ah, Barcelone. il y avait Sergio Darder. Voilà. Oh là là. énorme. Putain, heureusement que le chat est là. Ah, Oh c'est là clair. là, catastrophique. Un ailier gauche lyonnais. L'ailier gauche lyonnais, un joueur toujours là. Toujours là d'ailleurs. C'est le Cornet. Maxwell Cornet, bonne réponse. Ah, Il non, était là en vérité. bravo. Et donc, l'attaquant On est lyonnais. fatigué ce soir. On est fatigué. Et- L'attaquant lyonnais, on l'a pas donné. Ah si, c'est la c'est casette. la casette. Il vous manque l'arrière gauche lyonnais, le Raphaël. défenseur central lyonnais. Non, Ah, Sissoko? non, c'est pas Sissoko. À chaque fois qu'on parle derrière gauche lyonnais, coach, il sort Raphaël. Un jour, il l'aura fait. Non, En plus, il il est arrière droit pour moi. joue toujours en Ligue 1. Il joue du côté de la Bretagne aujourd'hui.
Bretagne. On nous a dit Morel dans le chat à un moment. Jérémy Morel, bah c'est ça. Putain, pas mal, pas mal. Pour moi, il était def central. Ouais. Non, mais non. Le def central, si vous l'avez, chapeau. Il a été Chris. international. Non, mais Chris, attends, en 2016, Simon, quand même, fais un effort. Non, il a été international français, et il a joué à l'Aroma, il est passé par Montpellier aussi, et aujourd'hui, il joue plus. En tout cas, on n'a plus de nouvelles de lui. Il est passé par Montpellier à la Roma. Ouais. Sylvain Marchal, Il a dit, c'est Yanga Mbiwa. Ah ouais. Mapou, Yanga. Ah, Mapou, putain, il était bon, lui. Et ouais, Mapou, Ah, voilà. Donc Lyon, vous m'avez tout fait. Mais heureusement que Jaïs est avec nous et Herbo, là. Monaco, il vous manque le milieu de terrain, l'un des milieux de terrain et le milieu droit, l'ailier droit. Monsieur, il est tard. Allez, à demain. Laissez Djilali rentrer chez lui, le pauvre. Non, mais là, surtout, il n'y a plus d'idées. Heureusement que le quiz, il était facile ce soir. Hein. Et il a dit quiz facile en plus. Ah ouais. Alors, le milieu de terrain monégasque, c'est un ancien international qui a été formé à Nantes. Tout l'allant. Ouais, c'est le quiz qui a le chat qui a donné la réponse aussi. Ah, ça va. Mais le chat, il fait partie de l'équipe. Hein. Et le dernier, c'est un ailier qui joue aujourd'hui, je ne sais même pas où, à Bruges, je crois, et il est passé par Fenerbahçe, juste après Monaco. Ah, Nabil Girard. Nabil Girard, bonne réponse. Alors là, bravo. C'était dur aujourd'hui. On avait fait baver. Sinon, il y avait combien de suspendus ce jour-là? Parce que. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, je comprends pas. Écoute, en tout cas. Merci beaucoup pour toutes les infos de Djilali, c'est hyper intéressant. Oui, alors on remercie, on remercie Djilali pour sa présence et vraiment merci beaucoup pour ton intervention tout au long de l'émission. J'espère que tu as passé un bon moment, t'as kiffé? Écoutez, c'était vraiment top. Bonne ambiance. Je vais recommander, je vais suivre les prochaines émissions. C'est vrai que je connaissais pas. C'est gentil. D'ailleurs, dimanche, si ça peut t'intéresser, on reçoit Cédric Angebar normalement, entraîneur adjoint de Caen. Ouais, je vais regarder. J'ai regardé un petit peu les anciennes émissions et vous remercier pour votre invitation et pour aussi l'ambiance que vous avez mis. C'était vraiment cool, vous m'avez mis à l'aise. Et si vous le permettez, remercier un petit coucou à l'AFC Compiègne, à tout mon staff qui nous regarde là actuellement, Abdel, mon frère Farid, ma famille qui regarde aussi, qui s'est intéressé à l'émission et vous souhaiter une bonne continuation. C'est gentil, merci beaucoup Djilali. Merci beaucoup Djilali, le plaisir était partagé. D'ailleurs, moi aussi je veux faire partie de la famille, je viens travailler à Compiègne. Avec Djilali, on compte sur toi pour nous ramener des noms. On attend Riyad Mahrez le week-end prochain. Avec plaisir, dès que je l'aurai eu, je vais lui proposer et s'il est OK, je reviendrai vers vous. C'est gentil. En tout cas, merci beaucoup. À l'occasion, on va venir vous voir jouer. Avec grand plaisir. Et surtout que tu puisses reprendre avec ton équipe rapidement. Exactement. Qu'il y ait la santé et qu'on puisse reprendre le football normalement. Et encore un grand bravo pour ton travail et pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci Papito pour la rubrique du quiz. Merci Loco pour la préparation de l'émission. Merci Zoé de ton retour. Et j'ai envie de dire merci. Merci le chat. Merci les gars. Salut. Bonne soirée. Merci. Vous voyez, même la musique, elle est pourrie. Allez.